1931, Geli Raubal, la nièce d'Adolf Hitler, est retrouvée morte chez lui, à Munich. Officiellement, il s'agit d'un suicide. Toutefois, pour beaucoup, la vérité sur sa mort a été étouffée. Mais par qui? Et que cherchait-on à cacher? Ils étaient très proches. Et selon les apparences, peut-être même un peu trop. Il y avait quelque chose de pathologique dans la façon dont il était obsédé par tout ce qu'elle faisait. C'était une relation possessive, cruelle, abusive et manipulatrice, qui a fini par frôler la limite de l'abus sexuel. Wilhelm Hermann Göring. I think it's a very fertile ground, conspiracy theorists. He wound an electric flex wire around. No home in the world untouched. Yes, he had not committed suicide, but that he had been murdered. Defendants make final statements to the tribunal. Ich selbst möchte aber hier ganz aus der Tiefe meines... Munich, aujourd'hui capitale de la Bavière. Troisième ville d'Allemagne. Berceau de prestigieuses universités et de nombreuses institutions culturelles. En 1931, elle abrite le siège du parti nazi et la demeure d'Adolf Hitler. Cette année-là, Geli Raubal, la nièce d'Hitler, est retrouvée morte chez lui. Elle avait 23 ans et s'est apparemment suicidée. Et les événements qui ont précédé sa mort et les secrets entourant l'enquête qui a suivi poussent de nombreuses personnes à remettre en cause la version officielle. S'ensuivent alors des rumeurs d'inceste, de meurtre et de dissimulation au sein du parti nazi, quelques mois à peine avant l'accession d'Hitler au pouvoir. Ils avaient une relation très étroite, mais la nature de cette relation reste un mystère. 1925 est une année formatrice pour Adolf Hitler. Fraîchement libéré de la forteresse de Lenzberg, où il avait été emprisonné pour son rôle dans le putsch de la brasserie, il annonce la reformation du parti nazi et s'autoproclame chef de ce même parti. La même année, il crée les SS, publie son livre Mein Kampf et achète un appartement près du siège du parti, à Munich. C'est là que la nièce d'Hitler, Geli Raubal, a perdu la vie entre le 17 et le 18 septembre 1931. D'après la version officielle, il s'agissait d'un suicide. Mais selon moi, les preuves qui accréditent la thèse du meurtre sont tout aussi convaincantes, si ce n'est plus. Au milieu des années 20, Hitler a demandé à sa demi-sœur Angela d'être sa femme de ménage lorsqu'il a acheté sa toute première résidence, la maison Wackenfeld, qui deviendra plus tard le Berghof, un chalet de montagne au cœur des Alpes bavaroises. Elle s'y est installée avec ses deux filles, Geli et Elfriede. Hitler se prend alors d'affection pour la plus âgée de ses nièces, Geli Raubal. Geli était jeune et enjouée. Elle était très souriante. Geli était une jeune femme typique de son âge. Elle était joyeuse, pleine de vie, pas particulièrement brillante, mais elle était enthousiaste et aimait s'amuser. L'un des confidents d'Hitler, le photographe Heinrich Hoffmann, disait que Geli pouvait illuminer une pièce et en changer l'ambiance à elle seule. C'était quelqu'un de lumineux et de très apprécié. Et donc à l'opposé de ce qu'on imagine d'Hitler. Hitler était quelqu'un d'austère, de plutôt dépressif. Il avait toujours besoin qu'on lui remonte la morale, et c'est ce qu'elle faisait.
Il aimait beaucoup Gélie. Il la trouvait rafraîchissante, amusante. Grâce à elle, il oubliait ses soucis d'homme politique. Et il profitait de sa compagnie. C'est ainsi que tout a innocemment commencé. Avec le temps, Gélie devient une jeune femme forte et ambitieuse. Elle a été qualifiée de farfelue, drôle et espiègle. Un contraste saisissant avec la personnalité de son oncle Adolphe. Hitler était quelqu'un qui se comportait comme un bourgeois vieux jeu, de manière générale. Et surtout avec les femmes. Il faisait le baise-main, il était très poli. Et en même temps, il considérait que les femmes n'avaient pas grand-chose à apporter, à part être belles et faire des enfants. Malgré ses idées misogynes, dès son plus jeune âge, Hitler tisse des liens très forts avec les femmes de sa vie. Le comportement d'Hitler envers les femmes était étrange. Il entretenait une relation fusionnelle avec sa mère. Il la dominait et à la fois, il était très attaché à elle. Le médecin qui s'est occupé de la mère d'Hitler lors de sa dernière maladie a dit qu'il n'avait jamais vu un lien aussi fort de toute sa carrière que celui qui unissait Hitler à sa mère Clara. Enfant, Hitler est adoré par sa mère. On lui diagnostique un cancer, alors qu'Hitler n'est qu'un adolescent. Il va entièrement s'occuper d'elle. Il lui sera entièrement dévoué jusqu'à la fin. On dit qu'il ne s'est jamais remis de la mort de sa mère. Il n'a pas eu de petit ami officiel avant l'âge de 37 ans. C'est assez étrange pour un jeune homme de rester aussi longtemps célibataire. S'il était sexué, pourquoi ne fréquentait-il personne à Vienne? Il n'avait pas de petit ami au début de la période nazie. Il avait un véritable dégoût tyrannique, pendant sa jeunesse passée à Vienne, envers la sexualité qui l'entourait. S'il s'est rendu dans le quartier rouge de Vienne, ce n'était pas en tant que client, mais pour exprimer son dégoût de ce qui s'y passait. Hitler a toujours aimé cultiver cette image d'homme totalement dévoué à son pays qui n'a pas le temps d'entretenir une relation amoureuse. Sa jeune nièce Gélie est donc la personne idéale pour lui tenir compagnie au quotidien. Ce sont les prémices d'une relation dont l'issue va s'avérer fatale. Il l'emmenait dans des dîners, au restaurant, à des soirées, à tel point que les gens se demandaient qui elle était et s'il s'agissait de sa petite amie. À partir de 1927, ils ont commencé à se rapprocher. Ils se voyaient souvent. Elle accompagnait Hitler dans des réceptions. Pas forcément politiques. Ça pouvait être des concerts. Mais il avait souvent Gélie à son bras. Leur relation est devenue assez intime. Elle était belle, il n'avait pas de petite amie. Alors, c'est devenu sa compagne en quelque sorte. Mais rapidement, cette complicité va cesser d'être une relation de convenance pour devenir quelque chose de beaucoup plus fort. Beaucoup considèrent aujourd'hui, et c'était déjà le cas à l'époque, qu'Hitler ne voyait plus Gélie seulement comme sa nièce. Ils avaient une relation très étroite, mais la nature de cette relation reste un mystère. Ils étaient proches. On voit bien sur certaines photos où ils sont tous les deux qu'il y a une certaine coquetterie chez Gélie. Ils semblent à l'aise l'un avec l'autre. Il y a une alchimie entre eux. Les sentiments d'Hitler envers Gélie ont beaucoup évolué avec le temps. Elle avait 17 ans lorsqu'ils ont vécu ensemble pour la première fois. Dès 1929, quand elle a emménagé chez lui,
il a endossé le rôle du tuteur obsessionnel et il s'est mis à contrôler tout ce qu'elle faisait. Hitler s'est beaucoup attaché à elle. Je crois qu'il l'aimait, ça ne fait aucun doute. Il a peut-être également été attiré par elle physiquement. Est-ce qu'elle était attirée par lui? Ça, c'est moins sûr. Hitler a clairement pris son rôle de tuteur très au sérieux. Il s'en est même devenu obsessionnel. Il était très strict avec elle. Il ne voulait pas qu'elle ait des relations en dehors de lui. En grandissant, Geli se lasse d'être le jouet de son oncle. À 19 ans, elle a voulu faire des études, se maquiller, aller à des soirées, ce à quoi les jeunes filles de son âge aspirent. Mais pour lui, c'était inacceptable. Elle lui appartenait, c'était son jouet, même s'il n'y avait pas forcément de jeu entre eux. Et il était très jaloux de son désir d'indépendance. Elle se sentait opprimée. Elle voulait être libre alors qu'Hitler, comme l'histoire l'a montré, aimait tout contrôler. Geli était quelqu'un de pétillant et de fougueux. C'était normal qu'elle ait envie d'avoir des relations, au-delà de celles qu'elle pouvait entretenir, platoniques ou non, avec son oncle. Mais Hitler aimait régenter tous les aspects de sa vie. En vieillissant, elle a voulu se rapprocher d'autres hommes et elle a eu une liaison avec le chauffeur d'Hitler, Emil Maurice. Geli serait tombée amoureuse d'un membre du cercle intime d'Hitler. Emil Maurice est le chauffeur d'Hitler. Il fait partie de sa garde rapprochée. Selon Maurice, Geli et lui envisagent même de se marier. Mais lorsqu'Hitler l'apprend, il exige qu'ils mettent un terme à leur relation. Ce qui l'a mis hors de lui, c'est l'idée qu'elle ait des relations sexuelles avec l'un de ses proches. Il les a surpris dans une situation compromettante. Il avait un fouet à la main, qu'il avait souvent sur lui, et il a menacé Maurice de le fouetter. Maurice a dû sauter par la fenêtre pour lui échapper. Ensuite, il a été démis de ses fonctions et il a perdu sa place au sein du cercle rapproché d'Hitler. Les sentiments d'Hitler pour Geli sont passés d'une affection normale d'un oncle pour sa nièce à une passion érotique dévorante. Il y avait quelque chose de pathologique dans la façon dont il était obsédé par tout ce qu'elle faisait. Montrer son intérêt et son affection est une chose, mais s'opposer à d'éventuels prétendants, ce n'est pas normal dans une relation d'oncle à nièce. La nature de leur relation devient tellement instable qu'Hitler n'est pas le seul à adopter un comportement autoritaire. Curieusement, Geli aussi commence à se montrer jalouse. Leur entourage sentait qu'il y avait des frictions entre eux. Quand elle discutait avec des hommes plus jeunes, il n'appréciait pas. Quand lui parlait à des femmes, elle n'appréciait pas non plus. Ils étaient très proches. Et selon les apparences, peut-être même un peu trop. En théorie, c'est une relation platonique, mais on est à la limite d'une pseudo-relation sexuelle, ou en tout cas de quelque chose de plus intime. Quand on se penche sur cette histoire, c'est très troublant. Déterminée à vivre sa vie comme elle l'entend, Geli commence alors à enfreindre les règles fixées par son oncle, ce qui donne lieu à de violentes disputes. Elle avait un fort caractère, ce qui entraînait parfois des débats houleux entre elle et Hitler. Elle voulait suivre sa propre voie. Elle voulait sortir et échapper à son contrôle totalitaire. Et plus elle allait dans ce sens, plus ça le mettait hors de lui. Et plus il était déterminé à contrecarrer ses plans. La nature ambiguë de leur relation ne passe pas inaperçue au sein de leur entourage.
les gens commencent à parler. Mais ils ne tarderont pas à se rendre compte dans les années à venir que ces commérages risquent de leur coûter la liberté, voire la vie. Les témoins et les proches d'Hitler se sont rendus compte que la relation devenait de plus en plus tendue. Il y avait des disputes. Des voisins les entendaient crier à travers les murs. Plusieurs personnes ont assisté à cela, et notamment Albert Speer. Hoffmann, qui était son photographe, fait référence dans ses mémoires à ces altercations. Les gens le savaient. Des rumeurs se mettent alors à courir, affirmant que le lien qui unit Hitler à Geli est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Des rumeurs circulaient sur le fait que Geli aurait dit à des amis qu'Hitler avait dépassé les limites de la relation oncle-nièce, qu'il avait réalisé des dessins pornographiques d'elle nue et qu'il avait abusé d'elle sexuellement. Otto Strasser affirme avoir reçu des confidences de Geli. Otto Strasser est membre du parti nazi et c'est un rival politique d'Adolf Hitler. Geli lui aurait dit qu'Hitler exigeait des choses d'elle qui, selon les mots de la jeune femme, étaient répugnantes et qu'elle n'aurait jamais imaginé que cela puisse arriver. On ne saura jamais si c'est vrai ou non. Mais ses opposants politiques ont affirmé que c'était le cas. Leur relation était tellement publique qu'ils ne pouvaient pas la cacher, et cela éveillait forcément les soupçons. Les nazis sont sur le point d'accéder au pouvoir. Ils ne peuvent pas se permettre qu'un scandale éclate, surtout au sujet de leur leader qui entretiendrait une relation avec sa nièce. Ils voyaient cela comme une source d'embarras et de chantage. Les opposants politiques d'Hitler s'en sont servis pour le faire chanter. Ils ont sous-entendu que le Führer entretenait une relation perverse avec sa nièce. Pour le parti, l'image compte plus que tout. Et les nazis sont prêts à aller très loin afin d'empêcher toute mauvaise publicité qui pourrait leur être faite. Certains affirment que les nazis auraient détruit les preuves. Il paraît que les dessins pornographiques faits par Hitler circulaient et qu'ils étaient disponibles pour quiconque aurait voulu les vendre ou le faire chanter. Mais ces dessins auraient été retrouvés puis détruits par les nazis. Le théologien catholique Bernhard Stempfel est à la fois ami et conseiller d'Adolf Hitler. Il serait intervenu pour récupérer une lettre d'Hitler adressée à Geli. Une lettre qui aurait compromis le Führer si elle avait été rendue publique. Des journaux comme le Munich Post adoraient publier ce genre d'histoire. Les nazis ont vu nombre de leurs scandales étalés dans la presse. La relation entre Hitler et sa nièce Geli devient une réelle préoccupation pour les cadres du parti nazi. Mais leur inquiétude sera de courte durée. En septembre 1931, le couple connaît une grave crise. Il ne cesse de se disputer sur le fait que Geli souhaite vivre sa vie comme elle l'entend. Elle a désormais 23 ans. Elle veut s'émanciper et devenir chanteuse. Il y avait une dispute qui revenait souvent sur le fait qu'elle prenne des cours de chant à Vienne. Elle voulait savoir si oncle Dolph, comme elle l'appelait, les lui paierait. Encore une fois, il s'agissait de son désir d'indépendance. Elle voulait s'installer à Vienne pour étudier. Elle voulait être libre de faire des sorties. Il hurlait. Des voisins l'ont entendu et en substance, il lui disait « Tu n'iras pas à Vienne. Un point, c'est tout. »
Le lendemain, les employés de maison d'Adolf Hitler font une découverte macabre. Elle a été retrouvée morte sur le sol de sa chambre. Une balle dans le cœur tirée avec le pistolet personnel d'Hitler. Les enquêteurs de la police de Munich sont chargés d'étudier la scène et d'interroger toutes les personnes susceptibles de les éclairer sur ce qui a pu se passer. Gerhard Furmetz est chercheur et historien à l'université d'Augsburg. Il se rend aux archives de l'État de Bavière à Munich afin d'étudier le rapport officiel de la police sur la mort de Geli Raubal. Il s'agit d'un dossier sur les homicides en Bavière concernant la période allant de 1929 à 1937. On y trouve un rapport concernant l'affaire Raubal daté du 28 septembre 1931. Il décrit ce que la police a trouvé sur place. Angela Raubal était étendue sur le sol. Il y a également une liste des personnes présentes dans l'appartement lorsque la police est arrivée. 5 personnes étaient présentes, mais seulement 4 ont été interrogées sur ce qu'elles avaient vu. La 5e personne, Franz Schwarz, membre du conseil municipal, n'a pas été interrogé sur ce qu'il a vu. Il n'est pas interrogé et son nom n'apparaît pas une seconde fois. Il y a juste la liste de départ des personnes présentes à l'arrivée de la police. Franz Schwarz est aussi le trésorier du parti nazi et un ami proche d'Adolf Hitler. Bien qu'il ait été l'une des premières personnes à arriver sur les lieux de la mort de Geli, Schwarz n'a jamais été interrogé par la police. Les enquêteurs ont relevé plusieurs incohérences dans les témoignages des domestiques. Les versions diffèrent au sujet de la personne qui a découvert le corps et de celle qui est entrée dans la pièce en premier. Mais tous sont d'accord sur une chose. Hitler. Elle a manqué le cœur en tirant, mais elle s'est perforé un poumon. Elle est morte des suites de l'hémorragie et en se noyant dans son propre sang. Elle est décédée en quelques heures. Étrangement, un rapide examen est fait par le médecin de la police, mais aucune autopsie n'est pratiquée. Et le suicide est confirmé. Mais même à l'époque, la rapidité avec laquelle l'enquête a été menée éveille les soupçons. L'un des premiers éléments étranges concernant sa mort est la façon dont Geli se serait tiré dessus.
Si l'on en croit la thèse du suicide, elle a essayé de se tirer une balle dans le cœur en plaçant le pistolet comme ça, juste au-dessus du cœur. C'est très inhabituel comme façon de se suicider. La balle a manqué le cœur et a perforé un poumon. Par conséquent, sa mort fut une lente agonie. Les journaux à l'époque ne manquent pas de relayer l'information. Et la mort de Ghillie devient alors une nouvelle nationale. Immédiatement, des rumeurs ont couru en Allemagne, suggérant qu'il y avait un côté contre nature et abominable à cette relation. On a dit qu'il s'agissait d'inceste, qu'ils entretenaient une liaison, et on a même dit que Ghillie était enceinte d'Hitler. Le docteur Fritz Gerlich était journaliste et rédacteur en chef d'un journal de Munich. Après avoir longuement enquêté sur la mort de Ghillie, il a beaucoup écrit sur le sujet et il a fini par se forger une opinion claire sur cette affaire. Selon lui, Ghillie ne s'est pas suicidé. Par extension, Ghillie a donc été tué, assassiné. C'était un témoin gênant dont un des acolytes d'Hitler a voulu se débarrasser. La rumeur selon laquelle Ghillie aurait en fait été assassiné continue d'enfler. Certains vont même jusqu'à affirmer que son assassinat aurait été commandité par de hauts dignitaires nazis. Elle était considérée comme instable parce qu'elle parlait de sa vie privée avec quelques personnes. À un moment, les nazis auraient pu craindre pour leur réputation si des détails concernant la vie privée d'Hitler avaient fuité et s'étaient retrouvés dans la presse. Cela aurait été terrible pour eux. En 1931, les nazis représentent le pouvoir en devenir en Allemagne. Il y a eu le krach de 1929 à Wall Street et par extension, la crise économique de 1930 qui a sévi en Allemagne. Les nazis en ont récolté les fruits politiques. Ils sont à deux doigts d'atteindre le pouvoir. Si certaines informations avaient été divulguées, et notamment leurs pratiques sexuelles, cela aurait été une catastrophe pour le parti. Vous imaginez la honte que cela aurait représenté pour Hitler et son parti si cela avait été rendu public. Donc, il fallait qu'elle meure. Pour beaucoup, la théorie selon laquelle Ghillie aurait été assassiné est crédible. Mais les suspicions ne concernent pas uniquement le parti nazi. Une rumeur se propage dans les journaux et dans la rue. Une rumeur affirmant qu'une personne en particulier serait responsable de sa mort. À l'époque, il y avait déjà des théories qui soutenaient qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais bien d'un meurtre perpétré par quelqu'un. Et le nom d'Hitler était déjà sur toutes les lèvres, parce qu'il était le propriétaire de l'appartement. Mais d'après Hitler, il ne pouvait pas se trouver avec Ghillie au moment de sa mort, car il avait un rendez-vous à Nuremberg. Il existe deux rapports médicaux officiels dans le dossier de la police. Le premier rapport établit que Ghillie est morte depuis 8 heures, plaçant ainsi Hitler à Nuremberg au moment du décès. Mais dans un rapport contradictoire inclus dans le même dossier, la police affirme qu'elle est morte depuis environ 24 heures. Si sa mort remontait à 24 heures, on pouvait soupçonner Hitler de l'avoir tué. Il n'avait plus d'alibi. Dans sa déposition, Hitler nie avoir des disputes régulières avec sa nièce. Et il ajoute que ce jour-là, aucune dispute n'a éclaté entre eux. Les gens dans la maison les ont entendus. Ceux qui attendaient Hitler pour l'accompagner à ses discours ont affirmé par la suite qu'ils avaient eu une dispute avant qu'Hitler ne parte, qu'ils s'étaient hurlés dessus et qu'il était parti ensuite.
Hitler est parti en limousine pour rejoindre la gare afin d'aller prononcer un discours le soir même, ce qu'il a fait, et ce qui lui procure un alibi. Mais le journaliste Fritz Gerlich continue son enquête et publie un article dans lequel des témoins ont vu le corps de Geli. Ils affirment que la jeune femme présentait des traces de blessures autres que celles causées par la balle du pistolet. Un article dans un journal de Munich avançait que Geli ne s'était probablement pas suicidé. Il y a eu des témoins, et notamment la femme qui a nettoyé le corps et qui a remarqué des ecchymoses. D'autres personnes ont affirmé qu'elle avait le nez cassé et des bleus au visage. Confirmant la version d'Hitler selon laquelle aucune dispute n'a eu lieu entre lui et Geli, le docteur Müller de la police de Munich publie un communiqué de presse. Il déclare avoir réexaminé le corps. Selon lui, les traces découvertes sur Geli correspondent au fait que la jeune femme a été retrouvée à plat ventre. Elle est restée allongée dans cette position pendant 17 ou 18 heures. Et cela explique que son nez était cassé. Il ne s'est pas cassé suite à un coup reçu au visage, par exemple, mais suite à sa chute. Ce deuxième examen par le docteur Müller conclut une nouvelle fois à un suicide. Ou du moins, rien ne laisse penser qu'une tierce personne lui aurait tiré dessus. Selon le rapport officiel, ces traces sont apparues lors de sa chute. Mais rien ne permet d'écarter que les ecchymoses et le nez cassé ne soient le résultat d'une dispute ou de violences physiques. Peu de temps après la publication du communiqué de la police, Franz Gürtner, le ministre de la Justice de Bavière, autorise la restitution du corps de Geli pour qu'il soit inhumé à Vienne, en Autriche. Mais la disparition de Geli a profondément affecté Adolf Hitler. Lorsque le corps a été découvert, Hitler en a été informé et ça l'a bouleversé. Il paraît qu'il est devenu livide et qu'il est resté un moment sans rien dire. Il ne fait aucun doute qu'il a été personnellement très touché. D'après certains proches, il aurait même envisagé de se suicider. Hitler était accablé de chagrin. Il était inconsolable. La mort de Geli l'a également affecté, bien que brièvement, en tant qu'homme politique. Il était aux portes du pouvoir et il s'est retiré dans ses quartiers privés. Il s'est renfermé sur lui-même. Il était à deux doigts de craquer complètement. Il a fait réaliser un buste de Geli par Ferdinand Liebermann, un sculpteur allemand de renom. C'était un buste en bronze qu'il a fait installer dans la chambre de Geli, dans ses appartements de Munich. Cette chambre, tout comme l'une des pièces du Berghof, était un véritable sanctuaire en hommage à Geli Raubal. Toutes les deux contenaient des fleurs fraîches, des photos, et dans celle de l'appartement de Munich, il y avait ce buste. Certains se demandent si ce comportement est l'expression de sa douleur ou de sa culpabilité. Il est impossible de faire la différence entre les deux. Il ressentait clairement un immense chagrin. Quant à savoir quelle en était la cause, personne ne le sait. Hitler était un grand égoïste, et rien n'aurait pu l'empêcher de suivre ce qu'il pensait être sa voie vers le pouvoir suprême.
Mais c'est l'événement personnel qui l'a le plus affecté de toute sa vie. Cela a été considéré comme une faiblesse, et s'il ne s'en était pas remis de façon convaincante, cela aurait pu représenter une menace. Hitler ne mettra pas longtemps à reprendre le chemin de la campagne. Il repart en tournée à travers l'Allemagne pour prononcer des discours et enrôler de nouveaux partisans. Il s'est vite remis sur pied, et en 2 semaines, il a retrouvé sa verve, sa stratégie, et il a repris sa course au pouvoir qui finira par le mener à la chancellerie. Les événements de 1931, qui auraient pu faire capoter l'ascension des nazis, leur a permis de prendre conscience de l'importance de leur image publique, et notamment celle d'Hitler. De ce point de vue-là, l'affaire Guilly-Raubal, de manière indirecte, a permis de redorer l'image d'Hitler, ce qui l'a aidé d'une certaine façon à conquérir le pouvoir. 1933. Le parti nazi accède au pouvoir par les urnes et Adolf Hitler devient le nouveau chancelier allemand. Mais il a encore de nombreux opposants au sein du pays. Il a décidé que le genre d'affaires potentiellement gênantes qu'il avait connu en 1931 avec le suicide de Guilly-Raubal ne se reproduirait plus. Alors en 1934, afin d'affirmer son pouvoir sur l'Allemagne, Hitler décide de purger le pays de ceux qu'il considère comme les ennemis de l'État. Il fallait faire table rase des vieilles rancœurs, notamment avec ceux qui en savaient trop sur le lien qui unissait Guilly-Raubal et Hitler. Ce fut la nuit des longs couteaux en 1934. La nuit des longs couteaux est pour Hitler l'occasion de débarrasser le pays des individus considérés comme les plus dangereux pour le régime nazi. Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, 85 personnes sont exécutées. Rapidement, il apparaît que parmi les personnes tuées ou forcées à l'exil, beaucoup sont directement liés à l'affaire Guilly-Raubal. Des historiens ont découvert que les gens qui avaient bien connu Hitler dans ses jeunes années ont eu une vie étonnamment courte. La thèse officielle, c'est que les SA ont tenté un coup d'État et que les SS les ont neutralisés. Mais au cours de cette nuit, plusieurs personnes ont également été tuées alors qu'elles n'avaient rien à voir avec les SA ni le coup d'État. Bernhard Stempfel, l'ancien ami d'Hitler, qui aurait permis de mettre la main sur des lettres écrites à Guilly, est retrouvé mort dans une forêt isolée de Munich. Quant à Fritz Gerlich, le journaliste qui enquêtait sur la mort de Guilly, il sera exécuté au camp de concentration de Dachau. Otto Strasser, qui avait prétendu que Guilly lui avait confié certains détails de sa relation avec Hitler, doit s'exiler afin d'éviter de subir le même sort. D'autres, également associés à l'affaire Guilly-Raubal, s'en sortiront beaucoup mieux. Franz Gürtner, qui avait supervisé l'enquête à l'époque en tant que ministre de la Justice de Bavière, est promu par Hitler en personne au poste de ministre de la Justice de tout le Troisième Reich. La police et le ministère de la Justice de Munich étaient tout acquis à la cause des nazis à l'époque. Ce qui n'est pas sans lien avec le fait que le ministre de la Justice était un vieil ami d'Hitler. Franz Schwarz, le membre du parti nazi qui n'avait pas été interrogé par la police au moment de la mort de Guilly, est nommé au poste de Obergruppenführer et restera un proche d'Hitler. Je suis persuadé qu'on a voulu étouffer cette affaire et que des gens de la police n'y sont pas étrangers. À l'époque, de sombres personnages comme Heinrich Müller, qui deviendra plus tard le chef de la Gestapo, faisaient partie de la police de Munich. Cette affaire a bénéficié d'un traitement volontairement biaisé afin de faire émerger la thèse officielle que les nazis voulaient diffuser. La véritable nature de la relation entre Hitler et Guilly restera probablement un mystère. Mais les circonstances qui entourent sa mort
continueront de diviser pendant des générations. Avec tous les ennemis qu'il avait, si cela avait été un meurtre, Hitler ne s'en serait pas sorti. Le sujet a donné lieu à beaucoup de rumeurs et de ragots. Mais s'il y avait eu des preuves solides accréditant la thèse du meurtre, les ennemis d'Hitler l'auraient crié sur tous les toits, au lieu de se contenter de le murmurer. L'enquête sur la mort de Geli Raubal a été menée comme n'importe quelle enquête. Et rien n'indique, d'après les rapports, qu'il s'agisse d'autre chose que d'un suicide. Selon la théorie du complot, Hitler l'aurait tué et il aurait quitté l'appartement. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Rien ne prouve qu'il lui ait tiré dessus. Tout semble indiquer qu'elle est restée seule dans l'appartement, qu'elle est allée dans sa chambre, qu'elle s'est enfermée à clé et qu'elle s'est suicidée. Et voilà, l'affaire est classée. Geli Raubal s'est suicidée. Mais après le suicide d'Hitler et la défaite de l'Allemagne, les dossiers instruits sous le régime nazi sont rouverts par les nouvelles forces de police allemandes. En 1949, la police munichoise a tenté de reconstituer le meurtre du docteur Fritz Gerlich, le célèbre journaliste qui s'était opposé aux nazis dans les années 20 et 30 à travers ses articles. La police a voulu déterminer qui avait commandité son assassinat et qui l'avait exécuté. Dans le rapport final de cette étude, il apparaît que le docteur Gerlich aurait obtenu des éléments concernant le suicide présumé de la nièce d'Hitler, Angela Raubal. La police, en 1949, indique que le docteur Gerlich en savait beaucoup sur l'affaire Raubal et que l'une des raisons pour lesquelles il aurait été assassiné en 1934 était de le faire taire. Alors que les débats continuent entre les partisans de la théorie de l'assassinat et les tenants de la thèse du suicide, tous semblent d'accord sur une chose. Une seule personne est bel et bien responsable de sa mort. La relation qu'il entretenait avec sa nièce Geli était malsaine, même si on ne croit pas aux versions les plus sordides la concernant. C'était une relation possessive, cruelle, abusive et manipulatrice. Toutes les conditions étaient réunies pour la mener à une situation de désespoir et de détresse. Tout cela a créé une atmosphère toxique. Et c'est ce qui a mené à son suicide. Elle a fini par sauter la vie. Il est en partie responsable de sa mort. C'est à cause de lui qu'elle était dans cet état. Elle était acculée, elle ne pouvait plus fuir. Il l'avait enfermée dans une cage dorée. Et de ce point de vue-là, il a directement contribué à sa mort.